I would like to welcome. Alors, ceci dit, j'accueille Alicia Barazene ainsi que Sabri Adel Sadi et Mélodie Ederer qui sont à l'Université du Québec à Montréal, des étudiants diplômés donc à l'UQAM. Bonjour, alors merci aux équipes de recherche de l'Université Western puis Guelph, puis à l'ensemble des partenaires et des participants qui ont permis l'organisation de ce colloque. Donc, pour commencer, on va vous présenter notre démarche en tant qu'équipe du Québec. Pour ma part, j'ai coordonné la collecte de données, puis j'ai fait une partie d'entrevue de la recherche. Au niveau québécois, la phase 3 de l'initiative canadienne sur la prévention des homicides conjugaux, c'est une collaboration entre deux chercheuses, Myriam Dubé, qui est à l'UQAM, puis Cathy Richardson, qui est à Concordia. Donc, deux chercheuses, deux universités différentes, une anglophone, une francophone, une allochtone et une autochtone. Dans l'équipe de l'UQAM, il y avait Mathilde Bourgeois, Marilyn Cléroux-Desmarais, Sabri Adel Sadi et moi-même. Dans l'équipe de Concordia, il y avait Jenny Dolan-Cake, Autumn Godwin, Kelsey Bradley et Alicia Ibarra-Lemay qui va conclure cette présentation. Et pour notre démarche, on a collaboré avec le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal, qui s'est impliqué dès le départ dans le recrutement. On a aussi comme partenaire l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape, qui a fait du soutien aux participantes qui les souhaitaient suite aux entrevues de recherche. D'autres partenaires ont contribué aussi à la diffusion, dont l'AFPAD, l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues, et le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, on remercie et salue les personnes qui ont contribué à la recherche au niveau québécois, dont certaines sont présentes dans le colloque cette semaine. J'en profite aussi pour saluer une fois de plus le courage et la générosité de toutes les personnes qui ont participé à cette recherche. Dans notre équipe, c'est important que la recherche se fasse dans un processus qui soit humain, notamment inspiré de l'approche basée sur la réponse, la Response-Based Practice, qui s'intéresse à la résistance des victimes de violences et de pression, à leur démarche pour garder leur dignité et qui prend en considération les rapports de pouvoir présents dans les réponses sociales aux violences vécues. Donc, dans l'équipe de recherche, on a porté attention aux rapports de pouvoir puis aux enjeux qui peuvent avoir des impacts sur notre fonctionnement à l'interne et à l'externe, puis également avec les personnes qui ont participé aux entrevues, par exemple en mettant en lumière le contexte social dans lequel s'inscrivent les violences, leur résistance et en diminuant autant que possible le cadre formel. Concrètement, une fois la discussion téléphonique sur l'éligibilité effectuée, on envoyait une petite trousse avec une poche de thé, un savon et une chandelle pour envoyer un petit peu de douceur pour pendant l'entrevue. Après la discussion, on envoie un autre paquet avec une carte et des petites graines de fleurs écrit « Merci, thank you so much ». Par exemple, dans le fond, pour continuer à créer un climat de douceur et d'échange malgré le fait qu'on était avec un support informatique. Aussi, en ouvrant et en fermant une chandelle au début puis à la fin, on crée un espace délimité dans le temps pour créer du sens autour de ce moment de partage entre deux personnes, que ce soit au-delà d'une recherche. Selon les commentaires reçus par les participantes, toutes les attentions ont été appréciées puis permettent de briser le côté parfois froid ou formel des recherches, surtout à distance. Par contre, malgré les défis de faire les entrevues de manière virtuelle, pour certaines, ça peut être sécurisant parce qu'elles pouvaient conserver la distance qu'elles souhaitaient avec l'intervieweuse en fermant ou en ouvrant la caméra puis en décidant du temps de l'entrevue. En termes de limites, par contre, on a constaté qu'on rejoignait surtout des personnes francophones, blanches, allochtones et sans parcours migratoire. On constate aussi que beaucoup des participantes naviguent de près ou de loin dans les milieux de la recherche ou sont engagés dans le milieu de la violence conjugale. Leurs voix sont tout à fait valides, vraiment importantes, mais ça soulève néanmoins que certaines voix peuvent être mises sous silence par le processus, tant au niveau des personnes qui composent l'équipe, de nos outils de recrutement, de nos méthodologies, puis aussi du court laps de temps dans lequel le recrutement s'est fait et pour les entrevues. Et selon nous, ça parle à la fois du contexte en lien avec les services que Sabri et Alicia vont aborder, mais également en lien avec le milieu de la recherche. De plus, puisque le recrutement s'est fait pendant la pandémie, le fait que c'était à distance, c'était un défi supplémentaire pour la participation. Au final, on a fait l'entrevue avec 26 participantes, dont 5 personnes autochtones, 6 personnes racisées ou qui ont un parcours d'immigration, 4 personnes qui vont au milieu rural, 12 enfants exposés à la violence conjugale, puis 2 personnes en situation de handicap. Ces données sociodémographiques ont été auto-identifiées par les participantes et sont importantes pour saisir la pluralité des parcours et des expériences des personnes qu'on a rencontrées. Donc, maintenant, un peu pour situer le cadre, mes collègues ont présenté les résultats préliminaires au niveau québécois. C'est important de nommer qu'il s'agit des résultats préliminaires, donc qui ne rendent pas justice à tout ce que les femmes nous ont dit. On continue en ce moment le processus d'analyse, fait qu'il s'agit vraiment d'un aperçu de nos démarches, de où est-ce qu'on s'en va. Donc, d'abord, Sabri va présenter les résultats préliminaires des entrevues auprès des survivantes autochtones, ce qui inclut les femmes blanches ou racisées, immigrantes ou non, en région rurale ou urbaine. Puis Alicia va présenter les résultats préliminaires de discussions faites avec certaines des participantes autochtones. Alors, merci beaucoup.
Merci Mélanie. Pour continuer, nous allons nous intéresser aux thèmes principaux qui émanent de cette première analyse préliminaire. Le premier thème fait référence aux procédures policières. Toutes les entrevues ont démontré une grande présence d'isolement chez les survivantes lors de l'événement de violence. Cependant, l'intervention policière a aussi permis à plusieurs survivantes de rompre cet isolement en apportant des informations et des références sur les services en matière de violence conjugale. Plusieurs femmes nous rapportent qu'il est essentiel de respecter la temporalité quant au choix ou non de porter plainte, de quitter le conjoint, d'aller en maison d'hébergement. Le processus judiciaire a souvent été caractérisé de très long et très angoissant. Les survivantes s'entendent sur l'importance d'être accompagnées pour bien comprendre les étapes et se préparer. Certaines nuances sont sorties de ce thème en notant le manque de tact, de sensibilité dans les dires et les actions des policiers. Parfois, les survivants ont dit avoir été démobilisés ou découragés par les policiers à commencer le processus judiciaire ou porter plainte. Ces derniers s'appuyant sur les conséquences sur les enfants et la lourdeur du processus. Concernant les milieux ruraux, les survivantes relatent qu'il y a un manque de suivi et de concertation dans les interventions policières. Ce qu'on peut apprendre de ce thème, c'est que les survivants nous ont partagé à quel point il est important de se concentrer sur les signes, les attitudes, les comportements non verbaux lors des interventions policières. Cela nous amène à favoriser une co-intervention policière avec une approche plus psychosociale et humaine. De plus, toutes les survivantes ont appuyé sur l'importance de connaître leurs droits, encore plus chez les femmes de première génération d'immigration, réfugiées et parrainées et sans statut dont l'accès aux droits est parfois limité. Les femmes ont aussi indiqué qu'il était important de respecter leur histoire, tout en prenant en compte les impacts de l'exposition à la violence conjugale des enfants dans les interventions. Pour un enfant, ça peut être impressionnant pour la première fois d'être approché par la police et d'être entendu sur la violence vécue par sa mère et sa famille. Enfin, les survivantes ont partagé des expériences qui nécessitent plus de collaboration entre les corps policiers, urbains, municipaux et provinciaux, mais aussi à l'échelle des différents services en violence conjugale. Le deuxième thème qui est ressorti est l'importance d'être à l'écoute. Plusieurs survivantes ont relaté le fait de ne pas se sentir écoutées, de ne pas être pris au sérieux lors des entrevues policières. D'autres ont déclaré qu'il était difficile de répéter plusieurs fois leurs histoires à différents intermédiaires au CLSC, au CAVAC, dans les maisons d'hébergement. Les survivantes en milieu rural ont pu comparer l'expérience de l'intervention policière en ville et en région. Des analyses en profondeur seront réalisées. D'ailleurs, le soutien des employeurs en milieu rural peut parfois être essentiel à la sécurité de la femme. Pour finir, il faut respecter les déclarations des enfants exposés et toujours les mettre en contexte, c'est-à-dire prendre en compte les conflits de loyauté et la loi du silence. Ce qu'on peut apprendre de ce deuxième thème, c'est que le soutien, la présence, le reach out, le maintien des liens sociaux, les encouragements, le renforcement positif, les suivis consistants sont les avenues qu'on doit continuer à favoriser dans nos services en matière de violence conjugale pour être à l'écoute des femmes et de leurs familles. Les milieux de travail peuvent être aussi une forme de soutien. Développer des partenariats et du transfert de connaissances avec les milieux de travail concernant la prévention des homicides pourrait être aussi une avenue envisageable. Dans le cadre de cette analyse préliminaire, quelques pistes d'action et recommandations sont ressorties. La première, les services doivent être plus adaptés pour les femmes immigrantes afin que l'intervention soit plus adaptée sur le plan ethno-culturel, évitant ainsi les représentations erronées des femmes immigrantes. Les femmes immigrées ont partagé des expériences où les services n'étaient pas adaptés. Certains ont vécu de la stigmatisation et des a priori des professionnels de l'intervention judiciaire. Il est important de prendre en compte cet accès au droit, car le système d'immigration peut représenter un obstacle majeur dans la recherche d'aide des femmes pour être en sécurité. Une deuxième piste d'action serait l'amélioration de l'offre des services dans les milieux ruraux et éloignés. Les survivants nous ont fait part d'une réalité différente due à la disparité des services entre la ville et la campagne, la distance des services qui sont souvent trop loin, la proximité avec la communauté qui ne permet pas de dévoilement, le peu de réaction dans les services de police. On parle d'une discontinuité de service qui peut mettre à risque la sécurité de la femme et de sa famille. Ensuite, la promotion des services externes et individualisés dans les maisons d'hébergement a beaucoup été abordée. Plusieurs femmes croient qu'elles doivent se séparer pour recourir aux maisons d'hébergement. Certaines relatent que les conditions d'admission parfois aussi ne collaient pas à leur réalité. Les maisons d'hébergement peuvent être parfois pas adaptées aux personnes handicapées qui possèdent un handicap visuel ou une mobilité réduite.
Enfin, la dernière recommandation serait de faciliter et de favoriser la concertation entre les différentes institutions policières et organismes en matière de violence conjugale. Les pratiques peuvent différer entre les corps policiers. Donc, favoriser le travail indisciplinaire, éviter le travail en silo, créer des comités de pratique et de la veille professionnelle serait une avenue à entreprendre pour favoriser la prévention des homicides conjugaux. Merci et je vais laisser la parole à Alicia. Merci Sabri. Donc, gwegwe wat gano waradu sa wagweguga, Alicia Yunjut danu ganiga hagane ganawage danu jojageronu. Donc, bonjour, je m'appelle Alicia. Je suis Ganigehaga de la communauté de Ganawage, mais je vis présentement à Montréal. Je parlerai spécifiquement des entrevues réalisées avec des proches qui racontent les histoires de femmes autochtones itinérantes avec lesquelles elle avait travaillé de très près pendant plusieurs années, qui sont malheureusement décédées. Nous avons fait des entrevues avec un total de 5 femmes autochtones qui étaient des survivantes ou des proches et que je vais vous parler spécifiquement pour ceux que j'étais présente. Avant de poursuivre, veuillez prendre en compte le fait que ces femmes ont été confrontées à des années de violence, d'oppression, de racisme et des effets de la colonisation et que la violence à laquelle elles ont été confrontées avec leurs partenaires n'est qu'une petite partie de tout ce qu'ils ont subi et survécu. Ce n'est pas non plus la réalité de toutes les femmes autochtones, ni la réalité de toutes les femmes autochtones itinérantes. Ce sont que les histoires des femmes courageuses et résilientes et de leurs proches qui nous ont rapprochés en voulant partager leur histoire pour aider d'autres femmes qui vont à travers la même chose et pour mieux aider à adapter les services. Je tiens également à dire que cela est seulement une évaluation préliminaire des entrevues qui ont été menées par notre équipe. Et voici quelques thèmes qui nous ont ressortis lors des entrevues. Donc, pour commencer, le premier thème qui est ressorti était la police. C'était un thème qui est revenu plusieurs fois dans nos entrevues. Souvent, les femmes autochtones ne pensaient pas d'aborder appeler la police en premier en raison de leur peur de la stigmatisation et du racisme qui se produit souvent. Il a également été mentionné qu'en appelant la police, le plus souvent, les femmes autochtones qui sont les victimes dans la situation sentaient qu'elles devaient agir comme la victime parfaite parce qu'au moment où ils ont agi d'une manière agressive ou violente, lors d'un incident violent, elles ont senti que la police a cessé de les croire et ont commencé à les voir comme l'agresseur. Donc, il était également difficile pour certains qui avaient des ordonnances restrictives contre le partenaire violent, surtout en ce qui concerne l'itinérance. C'est difficile d'avoir des ordonnances restrictives respectées et c'était surtout un défi pour ces femmes, les intervenants qui travaillent avec et la police. Beaucoup disaient aussi qu'ils sentaient que les lois et la police ne sont pas adaptées aux femmes autochtones et encore moins préparées à travailler avec les femmes autochtones. Ce qui a été dit comme potentiellement utile, c'est d'avoir plus d'informations pour les policiers et les personnes travaillant dans le système de justice autour des peuples autochtones et de leur réalité concernant la violence, les traumatismes, les impacts de la colonisation, afin qu'ils comprennent le contexte de ce qu'ils vivent ces femmes et pourquoi ils réagissent comme ils font. Le deuxième thème qui a été mentionné était autour des hébergements. Ce qui a été très utile en travaillant avec ces femmes autochtones sans-abri était de faire confiance aux femmes et de ne pas porter de jugement sur leurs décisions, comme Sabri a mentionné. Certaines recommandations qui ont été dites étaient d'avoir plus de centres de jour qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peuvent aider à accommoder et à connaître précisément le contexte des femmes autochtones. Il a également été souligné que cela serait également utile pour les femmes qui avaient besoin d'un espace sécur au milieu de la nuit ou simplement de quelqu'un à qui parler. Une autre chose qui était utile serait d'avoir des abris à faible barrière, ce qui serait spécifiquement la consommation de drogue et d'alcool. De nombreux hébergements ont une politique de zéro alcool et de drogue pour une bonne raison, mais il devrait y avoir un hébergement qui pourrait s'adapter à cela, en particulier pour ces femmes qui doivent choisir entre l'abstinence ou la sécurité. S'il y avait un abri à faible barrière qui pourrait accueillir et soutenir les femmes, plutôt que les rejeter dans la rue avec les partenaires violents. Enfin, une autre suggestion était d'avoir un refuge ou une équipe de personnes spécialisées dans la gestion de la violence ou des comportements violents. La plupart des travailleurs des refuges ou des centres de jour n'ont pas cette expertise ou ne sont pas équipés pour faire face à des scénarios et la plupart ont le sentiment que la violence empêche d'aider ces femmes. Enfin, un thème important qui était très présent tout au long des entrevues était la santé. La santé était souvent dit qu'il était très nécessaire d'avoir des ressources pour des services de conseil aux couples qui peuvent spécifiquement travailler avec la violence et la consommation de drogue ou d'alcool. Avoir plus de services et de centres dans la ville qui sont culturellement
culturellement sécurisant et pertinent pour les peuples autochtones, surtout sur ce même sujet, offrir des services dans des langues autochtones. Une autre chose importante qui a été mentionnée est d'avoir des services disponibles pour venir aux femmes. Enfin, il mettrait en œuvre davantage des approches de réduction de risques et d'approches holistiques. C'était quelque chose qui a été souvent et à plusieurs reprises mentionné. Avoir une approche holistique est tellement nécessaire plutôt que de simplement voir un problème que la femme a, mais voir la femme au complet pour vraiment être capable de l'aider. I would also like to let everyone know that we will be at the Q&A after. We do speak both languages, so if you do speak in English, we will be on the French Hopin platform, available to answer questions in English and in French. Je vais maintenant clore la présentation. Nyawagoa, merci beaucoup.